Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous explorons un sujet clé de l'anesthésie obstétricale avec le docteur González Estevez, anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre à Lille et membre du collège et du conseil scientifique d'anesthésie et de réanimation obstétricale. Ensemble, nous abordons les anomalies du rythme fœtal après analgésie loco-régionale et leur prise en charge. Une discussion essentielle au cœur de la salle de naissance. Bonjour Max. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais discuter aujourd'hui des anomalies du rythme cardiaque fœtal après anesthésie loco-régionale. On se pose souvent la question, elles sont fréquentes, jusqu'à 40-70% selon les études et selon quel type d'anesthésie. La plupart du temps, on sait qu'elles sont réversibles. Quand même, on aimerait comprendre quels sont les mécanismes, existe-t-il une prévention et quelle prise en charge du côté anest, bien sûr. Là, on ne parlera pas aujourd'hui de la prise en charge obstétricale des anomalies du rythme. Une question qu'on se pose souvent, c'est la responsabilité de la péri ou de la rachis fin de travail sur les anomalies du rythme cardiaque fœtal. On a l'impression que ça arrive quand même souvent. On entend des chiffres qui vont quasiment jusqu'à 50% à droite à gauche. Sur quel mécanisme et qu'en faire? Tu mets le doigt sur quelque chose de très important, puisque nous, en tant qu'anesthésistes en obstétrique, on a vraiment à cœur de non seulement faire en sorte de préserver le confort des patientes lorsqu'elles le demandent, mais surtout que ce confort ne soit pas au prix d'effets indésirables non recherchés. Et donc du coup, si on rogne sur la sécurité et de la maman et du bébé, ça veut dire que quelque part tout le contrat n'est pas rempli. Le contrat, il concerne ces deux aspects-là. Et donc ton message, il est important, c'est-à-dire que oui, c'est possible qu'après une ALR, une analgésie pour le travail, le bébé fasse des anomalies du rythme. Et donc, il faut que nous, on en soit conscient. Tout le monde n'en est pas forcément conscient de la même manière. Donc, je pense que même pour nous, c'est quelque chose qu'il faut qu'on diffuse davantage. Surtout qu'on comprenne pourquoi ça peut arriver. En fait, du coup, il y a deux mécanismes principaux. Le premier, c'est, et celui-là, il est assez bien connu, lorsqu'on fait une anesthésie loco-régionale, quelle qu'elle soit, pour l'obstétrique, grosso modo, dans la zone qui est couverte par l'anesthésie, les nerfs sont bloqués par la solution anesthésique. Dans ces nerfs, il y a plusieurs modalités, la motricité, le tact, etc., etc., mais il y a surtout des fibres qu'on appelle végétatives. Et ces fibres végétatives conduisent et s'occupent de la vasomotricité, de la régulation fine de la vasomotricité sur les territoires qui du coup vont être bloqués. Et ces nerfs-là sont extrêmement sensibles puisqu'ils sont tout petits et ils sont pas myélinisés. Et donc dès qu'il y a une ALR, en gros, ils sont bloqués de manière puissante et importante. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une vasodilatation de tous les vaisseaux de la zone anesthésiée qui va provoquer sur le plan artériel une baisse de la pression artérielle et sur le plan veineux une baisse du retour veineux et donc une hypotension. Donc si on fait pas gaffe, on sait que on expose la patiente potentiellement à une hypotension. Bien entendu, ce qui est important, c'est que cette hypotension, elle soit ni profonde ni brutale, d'accord? Parce que comme on l'a dit dans l'épisode précédent, la patiente est éveillée, donc son baroréflexe et ses mécanismes de défense sont préservés. Et donc du coup, lorsque il y a une baisse de tension, la patiente va réagir. L'organisme de la patiente va se défendre. Mais bien entendu, il se défend à sa vitesse, à son rythme. Et donc si c'est trop brutal ou trop important, à ce moment-là, on s'expose à ce qu'il y ait une baisse de la perfusion placentaire et qu'on puisse avoir des anomalies du rythme qui soient hémodynamiques, qui soient liées à une hypotension maternelle. D'accord? Donc nous, on doit veiller à cela. On doit veiller à faire en sorte que l'initiation de son ALR, elle soit suffisamment douce pour ne pas induire d'hypotension. Et donc, ça veut dire que si la patiente arrive et qu'elle est à risque d'hypotension, ou alors que la patiente et son bébé arrivent et que le bébé fait déjà des ARCF ou qu'il est très fragile, du coup, il faut faire un peu comme en césarienne, il faut faire particulièrement attention à ce que l'initiation de cette ALR se fasse de manière plus progressive qu'on ne l'aurait fait
si la patiente elle a pas un profil favorisant l'hypotension ou un bébé fragile. Imaginons, c'est une patiente qui arrive, c'est une grossesse gémellaire, et ben, c'est sûr que si on fait la même induction de péridurale que la patiente précédente qui n'a pas une grossesse gémellaire, elle est à risque de faire de l'hypotension tout simplement parce qu'elle a une compression cave que n'a pas la patiente qui a une grossesse gémellaire. Donc elle, c'est écrit sur son front: «Je vais faire une hypotension si on fait pas gaffe». Donc du coup, à nous de faire en sorte d'initier la péridurale, de façon, spécifique. Et je dis ça pourquoi? Parce que la péri, c'est pas genre, une entité homogène. On fait ce qu'on veut. On met les produits qu'on veut à la vitesse qu'on veut. Et donc, si, on veut certes la patiente elle a très, très mal, bah, peut-être qu'on peut rogner un petit peu sur le confort et attendre peut-être 3 à 5 minutes de plus pour qu'elle soit parfaitement analgésiée, mais en contrepartie avoir moins de risques d'effets secondaires hémodynamiques. Par exemple, on peut fractionner la dose d'induction. Si on pense que cette patiente, pour être soulagée, elle a besoin de 10 millilitres de solution, je passe sur la nature de l'anesthésique locale, et ben peut-être que au lieu de faire 10 ml d'un coup, on peut faire 5 ml, attendre quelques minutes et refaire 5 ml de nouveau. Et peut-être, pour être plus confort, bah, mettre par exemple la tension toutes les minutes, rester dans la pièce et dépister le moindre, signe clinique ou au niveau du scope de variation hémodynamique pour avoir effectivement, si le cas échéant, mettre la patiente sur le côté et faire éventuellement, de l'éphédrine, mais très précocement, sans attendre que la patiente fasse une hypotension. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de définition claire de l'hypotension en voix basse et que si j'ai un message aujourd'hui, c'est que malgré cette incertitude, l'option la moins pire pour définir l'hypotension en voix basse, c'est de prendre les mêmes définitions que pour l'hypotension césarienne, c'est-à-dire de prendre des valeurs relatives de la tension. Même si la dame elle arrive, elle est hyperalgique, elle a 16 de tension, bah, si elle passe de 16 à 10, c'est beaucoup en fait. Alors c'est pas la peine de dire: «Oui, mais en consultation, elle avait 10, donc si elle a 10, c'est pas grave». Non, c'est la brutalité de la baisse qui peut être délétère pour le bébé. Donc, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que je parle de la deuxième, Oui, juste parce que cause? justement, j'allais te poser la question pour, l'éphédrine et puis finalement tu en as parlé, spontanément, mais Ouais. parce que dans l'épisode sur l'hémodynamique de la césarienne, on a discuté qu'il y avait des vasoconstricteurs qui pouvaient être bradycardisants et que du coup ça diminuait le débit finalement, même si ça nous permettait de maintenir une tension. Mmh. On est d'accord que ça, c'est pas le cas de l'éphédrine? Tout à fait. Alors la difficulté donc, je fais une petite digression, mais qui peut être intéressante, c'est pas très, très long. Grosso modo, il y a 3 vasoconstricteurs en obstétrique. Il y a l'éphédrine, la phényléphrine et la noradrée. OK? La particularité de la phényléphrine et de la noradrée, comment dire? Elles peuvent se mettre en seringue, autopulsée facilement. Donc elles sont particulièrement adaptées à un usage continu à la seringue électrique, d'accord? Donc c'est parfait pour un mode prophylactique, comme pour la césarienne. OK? L'éphédrine, à contrario, a un double avantage. Le premier, c'est qu'on peut le faire en bolus. C'est que du coup, c'est immédiatement disponible dans tous les chariots. OK? Et donc du coup, c'est beaucoup plus maniable. OK? Et donc du coup, c'est un peu nul pour une administration prolongée puisque, par définition, si ça se donne en bolus, bah, du coup, s'il faut en donner, de manière très précise, de manière continue, ça marche pas. Et la deuxième chose, c'est que, en tout cas en France, les sages-femmes ont la possibilité réglementairement de l'utiliser. Même si l'anesthésiste n'est pas présent, et donc bien sûr l'équipe obstétricale dans sa globalité, hein, même si l'anesthésiste n'est pas physiquement présent dans la salle, d'accord? Donc on sait que voilà. Et pour moi, c'est un message également très, très important. Comme je l'ai dit avant, si hypotension post-péri il y a, cette hypotension n'est pas liée à de l'hypovolémie. C'est pas une patiente qui a saigné, c'est pas une patiente qui s'est déshydratée d'un coup et c'est pas une patiente qui d'un coup, a fui et qu'il y a plus d'eau dans ses vaisseaux. Donc c'est de la vasodilatation pure. Donc pourquoi, donner du remplissage à quelqu'un dont la cause de l'hypotension est une vasodilatation, alors que l'on a à notre disposition un vasoconstricteur facile à utiliser que l'on peut donner même si l'anesthésiste n'est pas là. Donc hypotension post-péri, éphédrine, point. Et pourquoi? Parce que si vous voulez adapter le contenant au contenu d'un vaisseau qui est dilaté en mettant du volume dedans, bah, il faut mettre, 3 litres, quoi. Je sais pas, hein, il faut mettre, au moins 1 litre, 1,5 litre et si vous voulez que ça marche en 1 minute ou 2, c'est impossible. Donc du coup, le remplissage, c'est pas la peine. Donc il y a rien de pire en médecine que faire un traitement que vous pensez être efficace, alors qu'en fait, il ne l'est pas.
Donc, oubliez. Si j'ai un message, c'est oublier. Alors, bien entendu, mettre un ringer pour avoir une voie veineuse avec un robinet, etc., et que le bolus d'éphédrine arrive plus vite, etc., soit. Mais c'est pas la peine de dire, je mets un remplissage et puis j'attends un peu, je mets la patiente sur le côté. Non. L'hypotension, voilà. Et il y a quasiment aucun risque. D'autant plus que l'éphédrine, comme on a dit avant, c'est une molécule issue des catécholamines et donc du coup a un effet tocolytique. Donc si vous avez une hypotension et une hypertonie, et ben du coup ça peut aussi jouer un tout petit peu sur le tonus utérin et agir doublement sur les causes de la RCF si jamais il y a une hypertonie associée. Ouais, tu vas enchaîner sur le deuxième mécanisme, mais d'abord, parce que cette digression était vraiment chouette, juste un petit complément, mais tu te donnes quoi comme limite de prescription de l'éphédrine? Tu veux dire toute équipe confondue ou avant qu'on arrive? Tout confondu. Ouais, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, l'hypotension post-péri pour la péri, hein. Donc du coup, la péri est moins forte que la rachis pour césarienne, hein. L'analgésie péridurale, c'est quelque chose déjà de base qui est, même quand on l'induit vite, est beaucoup plus doux, moins brutal et moins intense qu'une rachis pour césarienne. OK? Donc si hypotension il y a, elle va être peut-être moins puissante et puis surtout, elle va arriver moins vite. D'accord? Donc, souvent avec un bolus de 9 milligrammes d'éphédrine, on passe au-dessus de l'épisode et on laisse le temps que la patiente mette en jeu ses mécanismes de défense qui vont faire en sorte qu'elle va augmenter son tonus sympathique et donc très probablement, une fois que l'élimination du bolus d'éphédrine va avoir lieu, on va retomber sur nos pattes. La patiente va avoir peut-être une tension moins élevée qu'avant la péri, mais elle ne va plus être en hypotension et on va pouvoir, voilà. Par contre, effectivement, si la patiente nécessite d'autres bolus répéter, 9 plus 9, tout ça, il faut se poser la question de: est-ce que le cathé de péri est au bon endroit? Parce que si le cathé de péri est en rachis, par exemple, qui peut arriver, ou en sous-arachnoïdien, c'est bon, je rentre pas dans les détails, mais le cathé peut être mal placé et ça, on peut pas forcément se rendre compte à la pose qu'il est mal placé. En tout cas, il est placé de manière inadéquate, d'accord? C'est-à-dire que toutes les sensations étaient comme d'habitude, mais en fait, bah, c'est un peu artisanal la péri. On contrôle pas exactement la position. S'il est mal placé, il peut avoir des effets différents et à ce moment-là, ça peut être effectivement le signe que le cathé n'est pas dans l'espace péridural, mais il est dans un autre endroit dont les effets hémodynamiques sont plus prononcés, auquel cas, à ce moment-là, très probablement qu'il faudra faire plus de bolus et très probablement, il faudra à ce moment-là passer vers une molécule qui se donne en continu et la noradrénaline est probablement la plus adaptée. Mais pour répondre à ta question, effectivement, on sait que de manière pharmacologique, au-delà de 30 milligrammes d'éphédrine, il y a une tachyphylaxie. Donc du coup, au-delà, si tu en donnes plus, l'effet va être plafonné. Mais c'est un faux problème parce qu'a priori, si tu dois en arriver là, c'est qu'il se passe autre chose. D'accord, c'était clair. Je te laisse maintenant enchaîner avec le deuxième mécanisme. Ouais, et donc du coup, cette deuxième étiologie d'impact négatif de l'initiation de l'analgésie péridurale ou périmédulaire pour le travail et cet effet délétère sur le rythme cardiaque, il est assez méconnu. Et c'est pour ça que je parle d'anesthésie loco-régionale parce qu'en fait, c'est pas, on s'en fiche de savoir si c'est une péri, une rachis, une périrachie, ce que vous voulez. En fait, on sait que lorsque il y a une baisse, un soulagement brutal de la patiente, d'accord, en soi, même s'il n'y a pas d'hypotension, ça peut entraîner effectivement des ARCF. Je vais essayer d'être synthétique, d'accord? Parce qu'il y a de la littérature, comment dire? Ça va un peu dans tous les sens et c'est normal parce que c'est quelque chose qui nous pose problème. Grosso modo, pour résumer, d'accord? Ce n'est pas l'arachis qui donne ça uniquement, ce n'est pas le Sufenta uniquement qui donne ça, d'accord? C'est vraiment le mécanisme de soulager la patiente, d'accord? Si vous mettez une péri qui est bien placée et que vous mettez des doses de cheval et que vous mettez 4 produits d'un coup et que la patiente, elle passe de 10 de VA à 0 de VA en 1 minute, d'accord? Eh ben, ça peut arriver. Si vous faites une analgésie intrathecale et si elle passe de 10 à 0, ça peut arriver, OK? Si vous pensez que la péri, elle est en place, mais que le cathé, il est en intrathecale et que du coup, vous faites comme en péri et en fait, ça a un effet rachis, mais que c'était pas voulu, eh ben, ça peut arriver aussi. Voilà. Bref, en fait, peu importe la situation, si la patiente est soulagée rapidement, du coup, vous avez une patiente qui arrive en salle de naissance qui est hyper stressée, qui a super mal et qui donc a un tonus catécholaminergique endogène au plafond. Et si vous la soulagez d'un coup, et ben du coup, il y a une baisse brutale des catécholamines endogènes de la patiente qui du coup se retrouve
zen, voilà, chill dans son lit, sans catécholamine endogène parce qu'elle en a plus besoin. Et en fait, ça provoque des hypertonies. Et donc, et ça peut arriver aussi lorsqu'on réinjecte en cours de travail. Et ça peut arriver, c'est-à-dire, vous appelez, la patiente elle a mal, l'anesthésiste il a réinjecté, il est parti parce qu'il avait autre chose à faire, une césarienne en même temps ou n'importe quoi, et il y a une hypertonie. Et ben c'est pas forcément obstétrical ou lié à un mésusage du Synto ou un bolus de Synto ou à une mauvaise tolérance du Synto. Ça peut être tout simplement que la patiente elle avait de nouveau 8 de VA, vous avez réinjecté dans la péri et pouf, elle avait super mal, donc vous avez fait quelque chose de puissant et pouf, vous la soulagez rapidement. Ça peut aussi donner des hypertonies. Et donc quel est le mécanisme? C'est qu'en fait les catécholamines endogènes ont un effet tocolytique. Voilà. Et donc du coup, lorsque la patiente elle arrive, du coup elle a un tonus plutôt tocolytique, même si elle a des contractions en fait. Et le fait de casser brutalement, en tout cas de baisser brutalement le tonus catécholaminergique, fait baisser brutalement cet effet tocolytique. Et en fait, ça provoque pas une hypertonie, mais ça provoque une modification brutale de cette balance sympathique parasympathique qui peut du coup entraîner une hypertonie et potentiellement des effets néfastes sur le bébé. Et si vous combinez les deux, parce que souvent, une patiente qu'on soulage très très vite, c'est qu'on a forcé le trait, on a fait une injection très forte, elle peut aussi avoir une hypotension. Donc c'est ça la difficulté, c'est que en fait, l'anesthésie va pouvoir avoir un effet délétère sur le bébé. Et donc à nous d'adapter la pratique. Et c'est ça le message. C'est que c'est pas une fatalité, c'est pas la péri donne ça. Non, malgré toutes les précautions, ça peut le donner, mais on peut tout à fait prendre en compte, et c'est ce que je dis aux internes qui arrivent dans le service, qui débutent, la péri, il faut en fait, ce que vous allez mettre dans la péri pour initier, prend en compte la douleur de la patiente, les antécédents de la patiente, le type de grossesse de la patiente, les facteurs de risque d'hypotension ou pas, et le risque fœtal. Et en fonction de tout ça, on met tout ça dans le shaker, bloup, et puis on choisit le type d'initiation, le type de surveillance tensionnelle, le type de combien de temps on va rester en chambre, qui va rester en chambre, pourquoi, et on explique, et savoir quel médicament ou quelle technique on va préparer à l'avance pour si jamais ça arrive. Toujours est-il que voilà, et donc ça limite pas forcément toutes les hypotensions, ça limite pas forcément toutes les hypertonies, mais ça permet aussi d'être plus prêt et de réagir plus vite, et que si ça arrive, ça soit le plus court possible, le plus précocement dépisté, et donc souvent ça n'a pas d'impact si on fait attention. Bien, merci, c'était très clair et c'est vrai que, je pense qu'on se représente souvent, en fait, la péri comme, une option unique. Elle a une péri ou elle a pas de péri, mais merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant. J'essaie de synthétiser et puis tu me dis si je fais faux. On a discuté du coup des anomalies du rythme cardiaque fœtal dans les contextes d'anesthésie locorégionale, notamment avec une péridurale, notamment de leurs mécanismes qui sont de 2 types. Une hypotension qu'on connaît relativement bien, mais on sait parfois un peu moins qu'elle est sur un mécanisme vraiment de vasodilatation pour lequel du coup le remplissage n'a pas beaucoup de place, et puis c'est plutôt les vasoconstricteurs et notamment les bolus d'éphédrine qu'on va discuter, mais aussi sur un mécanisme d'hypertonie parce que les patientes sont très soulagées. Et tout ça, vous pouvez, vous, avec vos petites adaptations qu'on connaît mal, mais le prévenir dans une certaine manière, et puis notamment en identifiant les patientes à risque. Merci Max, à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.